Bien, on va voir aujourd'hui le vecteur vitesse d'un point M dans un référentiel R. D'abord, pourquoi est-ce qu'on définit le vecteur vitesse par rapport à un référentiel R? Tout simplement parce que imaginez que vous êtes devant quelqu'un en face de vous dans un train, son vecteur vitesse est égal au vecteur nul. Il ne se déplace pas. Sa vitesse est nulle, son vecteur vitesse est nul. Par contre, pour quelqu'un qui regarderait les gens passer là, qui sont dans le train, qui se déplacent, il verrait quoi? Il verrait la personne dans le train qui se déplace par rapport à elle. Donc par rapport au référentiel quai de la gare, le vecteur vitesse de ce personnage ne serait pas égal au vecteur nul. Donc toujours définir le vecteur vitesse par rapport à un référentiel R/R. Bien. Égal quoi? Le vecteur vitesse, c'est égal à un vecteur. Quel vecteur? Ce vecteur variation de position qui vaut quoi? M'. Donc c'est le vecteur, ou M' dans ce cas-là, vecteur M', puisqu'il est orienté de M vers M', divisé par quoi? C'est un vecteur variation de position M', divisé par T' moins T, un écart de temps. Une vitesse, c'est toujours une distance sur un temps. Distance parcourue divisée par la durée du parcours. Alors, puisqu'il s'agit de la vitesse à un instant donné, il faut évidemment que l'écart de temps soit le plus faible possible. Donc, c'est la limite de cette valeur quand T' tend vers T. Et toujours évidemment dans le référentiel R. Exprimons maintenant ce vecteur vitesse, non plus en fonction de M', mais du vecteur OM et OM'. Nous savons d'après la relation de Schall que M' est égal à MO plus OM'. Autrement dit, M' est égal à quoi? OM' moins OM. Ça, c'est une petite variation de quoi? Du vecteur position. Petite variation du vecteur position. Donc, la vitesse V est égale à quoi dans le référentiel R? La vitesse du point M dans le référentiel R. C'est égal au vecteur variation de position OM divisé par un petit intervalle de temps dt. Tout ceci, évidemment, à l'instant t, dans quel référentiel? Dans le référentiel R. Ce qui revient à dire que le vecteur vitesse est égal à la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Alors, si maintenant on veut la norme de V, qu'est-ce que c'est que cette norme de V? Ça va être la norme du vecteur variation de position des OM sur valeur absolue de dt. Bon, dt étant positif, puisque t' est toujours plus grand que t, on pourrait également l'écrire d de OM sur dt, tout simplement. Autre chose, le vecteur vitesse, comment est-il? Il est collinéaire au vecteur M', c'est-à-dire que le vecteur vitesse, il sera toujours comment? Il sera toujours tangent à la trajectoire, comme vous l'avez vu dans l'année de terminale. Il sera évidemment dans le sens du mouvement. Et il aura pour norme la norme de d de OM divisée par la variation de temps dt. En résumé, le vecteur vitesse d'un point M dans un référentiel R est égal à la limite quand T' tend vers T du vecteur M' sur T' moins T. Et c'est également la dérivée du vecteur position OM par rapport au temps à l'instant T dans le référentiel R. Le vecteur vitesse dépend du référentiel d'étude, mais pas du point origine O. Il est tangent à la trajectoire en chaque instant et il est orienté dans le sens du mouvement. Si sa norme est constante, le mouvement est dit uniforme. Si sa direction est constante, le mouvement est en plus rectiligne. On rappelle que l'unité légale de vitesse est le mètre seconde moins 1. Coordonnées du vecteur vitesse dans la base cartésienne. La base cartésienne, on le rappelle, U de x, U de y, U de z, base orthonormée directe. Démontrer que dans la base cartésienne, le vecteur vitesse du point M a pour coordonnées x point, y point, z point.
Deuxième question, quelle est l'expression du vecteur vitesse dans cette base? À vous de jouer. Que vaut le vecteur vitesse du point M dans le référentiel R et dans cette base cartésienne U de x, U de y, U de z? Alors, on sait que le vecteur vitesse, il est égal à quoi? Eh bien, à la dérivée du vecteur position par rapport au temps, évidemment, à l'instant t et dans le référentiel R. Le vecteur position, ou M, nous l'avons vu dans les leçons précédentes. Eh bien, c'est égal à xi, xu de x, pardon, plus y fois u de y, plus z fois u de z, x, y et z étant les coordonnées du vecteur position OM. Alors, c'est la dérivée dans le référentiel R. Quand nous avons ici deux grandeurs, u et u de x, que nous les dérivons par rapport au temps, eh bien nous savons que la dérivée de deux fonctions uv est égale à quoi? Eh bien, la dérivée de u fois v plus la dérivée de v fois u. De la même façon, quand nous voulons faire donc la dérivée du vecteur vitesse, la dérivée du vecteur position, donc, eh bien nous devons d'abord dans un premier temps dériver x par rapport à quelle variable? Par rapport au temps fois u de x, plus eh bien, x fois la dérivée par rapport au temps de u de x, et de la même façon, eh bien, plus dy fois dt fois u de y, plus y fois la dérivée de u de y par rapport au temps, et en dernier, plus la dérivée de z par rapport au temps fois u de z, plus z fois la dérivée de u de z par rapport au temps. Alors, on se rassure, la dérivée de x par rapport au temps, c'est quoi? Ce serait ux à l'instant t2 moins ux à l'instant t1 sur t2 moins t1. Or, les vecteurs, le vecteur de x, il est constant. Donc sa dérivée par rapport au temps, elle vaut quoi? Elle est égale au vecteur nul, puisque ux à l'instant t2, c'est la même valeur que x à l'instant t1. Donc, dans notre expression, ce terme-là va s'annuler. De la même façon, u de y étant constant, ce terme-là va s'annuler. Et celui-ci va s'annuler. Qu'est-ce qu'il nous reste? Pas grand-chose, me direz-vous. Et pourtant, beaucoup. d de x sur dt, c'est la dérivée de x par rapport au temps. On appelle ça x point. Donc, le vecteur vitesse du point M dans R est égal à x point fois u de x, plus y point fois u de y, plus z point fois u de z. Donc, x point, c'est quoi? C'est la dérivée de x par rapport au temps. C'est une petite variation de position sur l'axe des x, divisée par une petite variation de temps. Et bien, qu'est-ce que c'est ça? C'est tout simplement la vitesse sur l'axe des x. C'est la coordonnée du vecteur vitesse sur l'axe des x qu'on note Vx. Donc, le vecteur vitesse au point M, comment est-ce qu'on peut le noter? On peut le noter d'une autre façon, peut-être un petit peu plus sympathique pour vous. C'est la vitesse de x, vitesse sur l'axe des x, fois le vecteur u de x, plus vy fois u de y, plus vz fois u de z. Quelle vont être l'unité de ces coordonnées? Bien évidemment, des mètres par seconde. En conclusion, le vecteur vitesse du point M par rapport au référentiel R est égal à x point u de x, plus y point u de y, plus z point u de z. X point, y point et z point sont les coordonnées du vecteur vitesse dans la base cartésienne u de x, u de y, u de z. Évidemment que ces coordonnées ont pour unité des mètres par seconde, car il s'agit des coordonnées du vecteur vitesse. Bien, un petit exercice, quelles sont les coordonnées cartésiennes du vecteur vitesse d'un point M, connaissant les équations horaires des coordonnées du point M, qui sont les suivantes. Vous donnerez l'expression du vecteur vitesse dans la base cartésienne,
et vous tracerez l'allure de la trajectoire et dessinerez le vecteur vitesse à l'instant t égale 0. Voilà pour toutes ces petites missions. Déterminant les coordonnées du vecteur vitesse Vx, Vy, Vz à partir des coordonnées du vecteur OM. Donc ces coordonnées, on a trois équations horaires. Pourquoi équation? Un signe égal. Pourquoi horaire? Parce que x, y et z dépendent du temps t, tout simplement. Alors, c'est très simple. On sait que Vx, qu'est-ce que c'est? C'est la dérivée de x par rapport au temps, qu'on note aussi x point. Donc, il suffit de dériver x par rapport au temps, c'est-à-dire dériver par rapport au temps 3t plus 1. La dérivée par rapport au temps de 3t, ça fait 3. Et la dérivée de 1 par rapport au temps, comme 1 est une constante, ça fait 0. Donc on a ici Vx qui vaut 3. 3 quoi? 3 mètres seconde moins 1. Donc la coordonnée de V sur l'axe des x vaut 3 mètres par seconde. Que vaut la vitesse sur l'axe des y? Eh bien c'est toujours la même chose, c'est la dérivée de y par rapport au temps, c'est-à-dire y point. Que vaut la dérivée par rapport au temps de 2t carré? Eh bien, c'est égal, tout simplement, à 2 fois la dérivée par rapport au temps de t carré, ça fait 2t. Ça fait donc 4t. Donc, la vitesse sur l'axe y dépend du temps. À t égale 0, cette vitesse, elle vaut 4 fois 0, 0 mètres par seconde. Au bout d'une seconde, elle vaut 1 fois 4, 4 mètres par seconde, etc., etc. La vitesse augmente sur l'axe des y. Et Vz, de la même façon, c'est la dérivée de z par rapport au temps. Comme z est égal à 0, eh bien ça signifie tout simplement que la dérivée de 0 par rapport au temps, ça fait 0. Voici pour les trois coordonnées du vecteur vitesse que l'on peut écrire dans cette base. Donc le vecteur vitesse du point M qui voudrait dans cette base u de x, u de y, u de z, tout simplement ceci, plus quoi? Vy fois u de y, plus Vz fois u de z, ou si je remplace par les valeurs numériques, 3 fois u de x, plus 4t fois u de y, plus 0 fois u de z. La trajectoire, je l'ai représentée ici. À t égale 0, eh bien x vaut quoi? 3 fois 0 plus 1, ça fait 1. Y vaut 2 fois 0 carré, 0 et 0. Donc on a ici le point M0. De la même façon, le point M1 à l'instant T1 égale 1 seconde, le voici. Puis le point M2 à l'instant T2 égale 2 secondes, etc., etc. Le vecteur vitesse, si j'avais à le représenter, le vecteur vitesse à l'instant 0. Donc vecteur vitesse à t égale 0. Eh bien, ça nous ferait quoi? Eh bien, 3 fois u de x, plus, alors, quoi? Eh bien, 4 fois 0, plus 0 fois u de y. Autrement dit, à t égale 0, le vecteur vitesse, il démarrerait du point M0 parce que l'on est en M0 à t égale 0, et il ferait 3 fois le vecteur unitaire u de x. 1, 2, 3. Voilà le vecteur vitesse à l'instant t égale 0. Au passage, on voit bien que ce vecteur vitesse est bien tangent à la trajectoire, car tout vecteur vitesse est tangent à la trajectoire à l'instant considéré. Déterminer la norme V2 du vecteur vitesse d'un point M à l'instant t2 égale 2,0 secondes. Pour cela, vous connaîtrez quoi? Eh bien, les équations horaires des coordonnées du point M qui sont les suivantes. Bien, comment trouver la vitesse, la norme de la vitesse V2 à l'instant égale 2,0 secondes. On connaît les coordonnées du vecteur position, ce sont trois équations horaires, équations parce qu'il y a le signe égal et horaire car il s'agit du temps. Et puis, évidemment, nous savons que le vecteur vitesse il est égal à la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Ça, c'est les petits rappels des cours précédents.
que vous pourrez voir évidemment sur YouTube. Nous savons que le vecteur vitesse, il a 3 coordonnées, Vx, Vy, Vz. Et nous savons également que la norme de V2 est égale à quoi? Eh bien, racine carrée de Vx2 carré plus Vy2 carré plus Vz2 carré. Vx2, Vy2 et Vz2 étant les coordonnées du vecteur vitesse V2 à l'instant t2 égale 2 secondes. Donc dans un premier temps, on va déterminer les équations horaires des coordonnées du vecteur vitesse. Vx, c'est la dérivée de x par rapport au temps. Dérivée de 3t plus 4 par rapport au temps. Ça nous fait la dérivée de 3t par rapport au temps, ça fait 3. Et la dérivée de 4 par rapport au temps, ça fait 0, puisque la dérivée d'une constante, c'est nul. Donc la vitesse sur l'axe des x vaut toujours 3 mètres par seconde. Que vaut la vitesse sur l'axe des y? Toujours la dérivée de y par rapport au temps, c'est-à-dire la dérivée de 3t carré par rapport au temps. Le 3, je peux le sortir, ça fait 3 fois la dérivée par rapport au temps de t carré, ça fait 2t. Donc ça fait 6t. Et de la même façon, Vz, c'est la dérivée de z par rapport au temps. Ben, dérivée de 4 fois t par rapport au temps, eh bien, ça fait 4. 4 quoi? Eh bien, 4 mètres seconde moins 1. Bien, une fois qu'on a Vx, Vy, Vz, on va pouvoir remplacer le temps t par sa valeur, par la valeur qui nous intéresse, c'est-à-dire 2. Dans notre cas, donc, Vx2, que vaudra-t-il? Eh bien, Vx2 sera égal toujours à 3 mètres par seconde. Vy2, eh bien 6 fois t, comme t vaut 2, 6 fois 2, ça fait 12. 12 quoi? 12 mètres seconde moins 1. Et puis Vz2, eh bien il vaut quoi? Il vaut toujours 4 mètres seconde moins 1. Autrement dit, que vaut la norme de V? Eh bien, il ne reste plus qu'à remplacer les 3 coordonnées par leur valeur, c'est-à-dire 3 carré plus 12 carré plus 4 au carré, ce qui nous fait environ 13 mètres seconde moins 1. Voilà donc la norme de la vitesse à l'instant t égale 2 secondes si je garde deux chiffres significatifs. Déterminer les équations horaires des coordonnées d'un point M, donc x de t, y de t, z de t, connaissant les coordonnées du vecteur vitesse v, qui sont celles-ci. Les conditions initiales, à t égale 0, le point M0 se trouve en x0 égale 1 mètre, y0 égale 2 mètres, et z0 égale 0 mètre. Quelles sont les équations horaires x de t, y de t, z de t du vecteur position d'un point M, connaissant en chaque instant les coordonnées du vecteur vitesse du point M, qui sont x point, y point et z point. On a également les conditions initiales, c'est-à-dire à t égale 0, où se trouve M0, et bien à l'abscisse x0, ordonnée y0, et puis la valeur de z0 qui vaut 0 mètre. Bien. Alors, quelle est la relation entre x point et x? Eh bien, on sait que x point, c'est la dérivée de x par rapport au temps. Autrement dit, si on prend x, on le dérive par rapport au temps, on va trouver quoi? La vitesse sur l'axe x, vx. Et de la même façon, si on avait x, comment on fait pour avoir x? Eh bien, il faut trouver la fonction primitive de vx. La fonction primitive de vx, c'est-à-dire la fonction qui dérivée va donner vx. Alors, on change de stylo, il est pourri celui-là. Donc maintenant, on va essayer de trouver donc, les 3 primitives de ces fonctions-là. Un petit coup de chiffonnette. Quelle est la fonction qui, dérivée par rapport au temps, donne 2t? Eh bien, c'est tout simplement t au carré. Si je redérive t au carré par rapport au temps, ça me donnera 2t. 2t. Plus quoi? Plus une constante que je note qu'à la dérivée par rapport au temps d'une constante, eh bien, ça donne 0.
Pour 4, y point égale 4. Donc, quelle est la fonction qui dérivée donne 4? Dérivée par rapport au temps. Eh bien, c'est 4 fois t, plus une constante que je vais appeler k2. En effet, si je redérive 4 fois t plus k2 par rapport au temps, je retrouverai bien 4. Je retrouverai donc bien vy, la vitesse sur l'axe des y. Hein, je vous rappelle que vy, c'est la dérivée de y par rapport au temps. Dernière chose pour z, le plus compliqué, ce qui demande le plus gros cerveau. 2t carré plus 2. Oui, oui, oui. Quelle est la fonction qui, dérivée, va donner t au carré? Ben, c'est t au cube. Mais attention, si je redérive t au cube, ça va donner 3t carré. Donc il faut que je redivise ceci par 3. Plus quoi? Eh bien, 2 fois t. Si je redérive ça par rapport au temps, je retrouverai 2. Plus quoi? Ben, une constante 4. Parce que la dérivée d'une constante, eh bien, ça fait 0. Dérivée d'une constante par rapport au temps. Vérifions ceci. Tiens, si je dérive x par rapport au temps, je dérive quoi par rapport au temps? Eh bien, t carré plus qu'un. Je vais bien retrouver quoi? Eh bien, la dérivée de t carré par rapport au temps, ça donne 2t. Dérivée d'une constante, 0. 2t, c'est bien x point que j'ai ici. Maintenant, prenons y. Le dérivons y par rapport au temps. Eh bien, si je dérive par rapport au temps y qui vaut 4 fois t plus une constante k2, eh bien, je vais retrouver bien la dérivée par rapport au temps de 4t, ça fait 4, et la dérivée par rapport au temps de k2, 0. Eh bien, on va bien retrouver y point 4 mètres secondes moins 1 sur l'axe des y. Et le z, le dernier, alors, on redérive z par rapport au temps. Voyons si on retrouve bien z point. Eh bien, je vais dériver par rapport au temps, quoi? 2 tiers de t au cube plus 2t plus k3. Si je dérive par rapport au temps, 2 tiers de t cube, je vais trouver quoi? 2 tiers fois 3 fois 3t puissance 3 moins 1. 2 plus 2 plus k3, ça simplifie. Le 3 se simplifie, je retrouve donc quoi? 2t carré plus 2. Je retrouve bien z point. Dernière chose, maintenant, il faut déterminer K1, K2 et K3. Comment est-ce qu'on détermine K1, K2 et K3? Eh bien, ce sont les conditions initiales qui vont nous donner ces constantes. Commençons par la première équation horaire. Allons-y. x0 est égal à quoi? À t égale 0, ben x0 qui vaut 1 mètre. C'est égal à t au carré, comme c'est à t égale 0. T au carré, ça fait 0 au carré, plus k1. Autrement dit, k1 égale 1 mètre. De la même façon, pour y à t égale 0 est égal à y0, 2 mètres. Qui vaut quoi? Eh bien, 4 fois 0 plus k2. Ce qui nous donne k2 égale 2 mètres. Et la troisième, z à t égale 0 est égal à quoi? Ben 0, qui est égal à 2 tiers fois 0 au cube, plus 2 fois 0 plus k3. Ce qui nous donne k3 égale 0. Par conséquent, quelles sont les équations horaires du vecteur position? K1 vaut 1, hop, je le remplace par 1, K2 vaut 2, et je remplace K2 par 2, et K3 vaut 0, et je l'enlève. Voici les équations horaires du vecteur position au cours du temps. Coordonnées du vecteur vitesse dans la base cylindrique ou polaire. En introduction, eh bien, démontrer l'expression suivante, c'est-à-dire que la dérivée du cosinus θ par rapport à θ égale moins sinus θ. Bien, avant d'aborder la vitesse en coordonnées polaires, il faut connaître quelques dérivées sur les cosinus et les sinus. La première, c'est la dérivée de cosinus θ par rapport à θ. Que vaut cette dérivée? J'ai inscrit ici cosinus θ en fonction de θ sur ce graphe. Pour θ égale 0, cos de 0, ça fait, eh bien, ça fait 1. Ensuite, cosinus de pi sur 2, eh bien, ça fait 0.
cosinus de pi, ça fait moins 1, etc., etc. Si on avait à faire la dérivée du cosinus θ par rapport à θ, qu'est-ce que c'est cette dérivée? C'est la pente de la tangente à la courbe. Par exemple, ici, la pente, elle est nulle. La dérivée, c'est la pente. La pente est nulle. Donc, si j'avais à écrire ici la dérivée du cosinus θ par rapport à θ en fonction de θ, ce graphe que je vais construire ici aurait cette allure-là. En effet, donc pour θ égale 0, ben la dérivée est nulle. Pour θ égale pi sur 2, c'est la valeur la plus négative possible. Donc on a quoi ici à ce moment-là? Eh bien, moins 1. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, pour θ égale pi, la pente est à nouveau nulle. Et puis pour θ égale 2pi, la pente est à nouveau nulle. Alors, on voit que la dérivée de cosinus θ par rapport à θ, à cette forme-là, il nous vient une idée. Pour θ égale 0, eh bien, la dérivée est nulle. Ne serait-ce pas le sinus θ? Eh oui, en effet, c'est bien le sinus θ. Pourquoi? Sinus 0, ça fait 0. Mais ensuite, on se dit que ça marcherait aussi avec moins sinus θ. Regardons donc ce deuxième point. Pour θ égale pi sur 2, sinus de pi sur 2, ça fait 1. Or, nous, on a moins 1. Donc, cette dérivée, ce n'est pas sinus θ, mais moins sinus θ. Alors, on va le démontrer d'une autre façon maintenant. Que vaut la dérivée du cosinus θ par rapport à θ? Eh bien, ici, d de cos θ, c'est une petite variation du cosinus θ. Donc, c'est cosinus θ plus epsilon, moins quoi? Eh bien, moins cosinus θ. Divisé par quoi? dθ, la petite variation de θ, ben c'est θ plus epsilon, moins quoi? Eh bien, moins θ. Epsilon étant une valeur d'angle très petite. On sait que cosinus A plus B égale cos A, cos B, moins sinus A, sinus B. On va utiliser cette formule pour simplifier notre expression. Ça, c'est A et ça, c'est B. Ça nous donne donc la dérivée de cos θ par rapport à θ vaut cos A, donc c'est cos θ, cos B, cos epsilon, moins sinus θ, sinus epsilon, moins cos θ, divisé par quoi? Θ plus epsilon moins epsilon, ça fait θ plus epsilon moins θ, ça fait bien epsilon. Ensuite, lorsque epsilon tend vers 0, qu'est-ce qu'on a? Deux choses. Cosinus epsilon, ben, ça tend vers 1. Et puis, que vaut sinus epsilon? Eh bien, sinus epsilon, ça tend vers epsilon. Hein? Vous, pour en être sûr, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous prenez par exemple un exemple sur votre calculatrice, vous tapez epsilon égale 10 moins 2 radians. Attention de bien vous mettre en radians sur votre machine à calculer. Tapez sinus de 10 moins 2 et vous verrez que ça fait à peu près 10 moins 2. Simplifions notre expression. La dérivée de cos θ par rapport à θ est égale à quoi? Ben, cosinus θ fois 1, puisque cosinus epsilon tend vers 1, ça donne cos θ, moins sinus θ, sinus epsilon, moins sinus θ multiplié par quoi? Eh bien par epsilon, moins cos θ divisé le tout par epsilon, cos θ moins cos θ, ça c'est nul, moins sinus θ fois epsilon divisé par epsilon, ça donne donc bien la dérivée du cosinus θ par rapport à θ qui vaut moins sinus θ. Nous allons utiliser cette propriété de la dérivée sinus pour déterminer la vitesse en coordonnées polaires. Plus tard. Coordonnées du vecteur vitesse dans la base cylindrique ou polaire. Après avoir démontré dans un premier temps cette expression, démontrez maintenant l'expression suivante, la dérivée du sinus θ par rapport à θ égale cos θ. Que vaut la dérivée de sinus θ par rapport à θ? J'ai tracé ici la fonction sinus θ par rapport à θ.
Pour θ égale 0, sinus de 0, ça fait 0. Pour θ égale pi sur 2, ça fait sinus θ qui vaut, eh bien, 1, etc. Qu'est-ce que la dérivée de sinus θ par rapport à θ? C'est la pente de la tangente à cette courbe pour chaque valeur de θ donnée. Donc, traçons cette pente. Eh bien, pour θ égale 0, la pente est maximum, puis va décroître jusqu'à devenir nulle. Là, la pente, elle est nulle. Là, elle est maximum. Donc, elle est maximum et elle décroît jusqu'à devenir nulle. Ensuite, la pente devient négative jusqu'à prendre sa valeur la plus négative possible. C'est la pente la plus raide dans les négatifs, évidemment. Puis ensuite, eh ben, cette pente, elle revient de moins en moins négative jusqu'à devenir nulle ici. La pente est nulle ici, etc. On voit que cette fonction, on la connaît. Bien sûr qu'on la connaît. C'est quoi cette fonction? Ben, c'est la fonction qui, pour θ égale 0, vaut eh bien, 1. Qu'est-ce que ce serait? Cosinus θ. Eh oui, en effet. Allez, tiens, on prend l'exemple de pi sur 2. Là, est-ce que ça marche? Ben, cosinus de pi sur 2, ça fait 0. Ici, cosinus de pi, ben, ça fait moins 1, etc. Donc, on subodore que dès la dérivée de sinus θ par rapport à θ, c'est égal à cos θ. Bon. Maintenant, nous démontrons-le au niveau mathématique de la façon suivante. La dérivée de sinus θ par rapport à θ, c'est égal à quoi? Eh bien, une petite variation de sinus θ, c'est-à-dire sinus θ plus un petit chouïa qu'on appelle epsilon, moins sinus θ, petite variation de sinus θ, divisé par quoi? Ben, petite variation d'angle, c'est-à-dire θ plus epsilon, moins epsilon. Nous voyons que nous avons un sinus A plus B ici. Sinus de A plus B, c'est égal à sinus A cosinus B, plus cosinus A sinus B. On va donc simplifier notre expression ici. Donc sinus A cosinus de quoi? Ben, de epsilon, plus cosinus A, eh bien, ça fait cosinus de θ, fois sinus de epsilon, moins sinus θ, divisé par epsilon. Lorsque epsilon tend vers 0, qu'est-ce que l'on sait? On sait que cosinus epsilon, eh bien, ça tend vers 1, et que sinus epsilon, ça tend vers epsilon. Pour en être sûr, bah vous prenez epsilon égale 10 moins 2 radians. Attention, l'unité légale d'angle est le radian, et je vous rappelle que 2 pi radian, ça fait 360 degrés. Autrement dit, 1 radian, ça fait de l'ordre de 60 degrés. En fait, ça fait 57 degrés environ. D'accord? Bon. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez epsilon égale 10 moins 2 radians. Vous mettez votre machine à calculer en mode radian, évidemment. Vous faites sinus de 10 moins 2. Et vous allez voir que ça fait à peu près 10 moins 2. Bien. On va se servir de tout ça pour simplifier notre expression. La dérivée de sinus θ par rapport à θ est égale à quoi? Sinus θ fois 1 plus cosinus θ fois epsilon moins sinus θ. Le tout sur epsilon. Moins sinus θ plus sinus θ, ça s'annule. Cosinus θ fois epsilon divisé par epsilon, ça s'annule. Ça nous donne donc bien ce que l'on avait supputé tout à l'heure. C'est-à-dire que la dérivée de sinus θ par rapport à θ est égale à cos θ. Les vecteurs unitaires U de R, U de θ de la base polaire dans une base cartésienne notée E de X, E de Y sont les suivants. À vous de démontrer l'expression suivante, la dérivée de UR par rapport au temps égale θ point fois U de θ. Dérivée du vecteur de la base polaire U de R par rapport au temps. Cette dérivée n'est pas égale au vecteur nul. Pourquoi? Parce que le vecteur U de R et le vecteur U de θ ont un angle θ qui varie au cours du temps. Prenons l'exemple d'un mouvement circulaire. À ce moment-là, dans cette base polaire que vous
le vecteur OM, il est égal à R fois U de R. Si c'est à l'instant T0, ce serait OM0 égale R fois UR à l'instant 0. Et puis, à l'instant T1, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le point, il se trouve en M1. À ce moment-là, le vecteur OM1 est égal à R fois UR'. Attention, ce vecteur R' n'est plus identique au vecteur UR. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, la base polaire, elle est ici. U de R' et U de θ'. Bien. Alors, quelques rappels pour trouver la dérivée. Tout d'abord, les deux expressions de UR et U de θ qui ont été démontrées précédemment dans le cours, et deux autres démonstrations dans le cours faites précédemment sur la dérivée d'un cosinus θ par rapport à θ et la dérivée du sinus θ par rapport à θ. Moins sinus θ et cosinus θ. Allez, on attaque. Bien, la dérivée de UR par rapport au temps, eh bien, c'est égal à la dérivée du vecteur UR par rapport à θ fois dθ sur dt. Voilà une propriété mathématique que vous devez connaître, c'est-à-dire la dérivée de UR par rapport à l'angle θ fois θ point. Θ point, c'est ce qu'on appelle la vitesse angulaire. Pourquoi vitesse angulaire? Eh bien, c'est tout simplement des radians par seconde, θ point. Hein? dθ sur dt, c'est des radians par seconde. Par exemple, si votre point M tourne avec, par exemple, une vitesse angulaire de 1 radian par seconde, c'est-à-dire 57 degrés par seconde, et bien ça veut dire qu'en une seconde, l'angle θ a augmenté de 57 degrés. Il ne nous reste plus que maintenant qu'à trouver la dérivée de UR par rapport à θ. Bien. Donc la dérivée de UR par rapport à θ, c'est égal à la dérivée par rapport à θ de quoi? Eh bien de U de R, c'est-à-dire cosinus θ fois E de x plus sinus θ fois E de y. Vous savez que E de x et de E de y, eux, sont des vecteurs unitaires fixes. Donc, ils ne dépendent pas de l'angle θ. Je peux donc les sortir de la dérivée. Ce qui nous fait d de UR sur dθ égale E de x fois la dérivée du cosinus θ par rapport à θ, plus quoi? E de y fois la dérivée de sinus θ par rapport à θ. C'est là que nos rappels vont nous servir. La dérivée du cosinus par rapport à θ, c'est moins sinus θ, ce qui nous fait que la dérivée de UR par rapport à θ est égale à moins sinus θ fois E de x. Plus quoi? La dérivée du sinus, c'est quoi? C'est cosinus θ. Plus cosinus θ fois E de y. Ce vecteur, regardez bien, moins sinus θ E de x, plus cosinus θ E de y. Ça vous fait penser à quelque chose? Eh oui, c'est U de θ égale U de θ. Autrement dit, on en termine, la dérivée de UR par rapport au temps est égale à θ point fois la dérivée de UR par rapport à θ, c'est-à-dire U de θ. Nous servirons de cette expression pour déterminer la vitesse d'un point M en coordonnées polaires. Les vecteurs unitaires U de R et de θ de la base polaire dans la base cartésienne T, E de x, E de y sont les suivants. À vous de démontrer l'expression suivante. La dérivée du vecteur de la base polaire U de θ par rapport au temps est égale à moins θ point fois U de R. Que vaut la dérivée du vecteur U de θ, vecteur de la base polaire U de R, U de θ, par rapport au temps? D'abord, pourquoi cherche-t-on cette dérivée? Parce que la base polaire, sa position varie au cours du temps. En effet, par exemple, pour un point M0 qui est en rotation circulaire autour du centre O, eh bien on peut dire qu'à t égale 0, le vecteur OM0, que vaut-il dans la base polaire? R, rayon de la trajectoire, fois U de R.
UL2R0. Et puis à T1, eh bien, le point se trouve en M1, donc la base polaire UR1 Uθ1 a changé de position. OM1 est égal à R fois U de R1, etc. Donc si U de R change, évidemment, U de θ qui est perpendiculaire à U de R va changer de position également. On rappelle les deux expressions de U de R et de U de θ dans la base cartésienne E de x, E de y. Et on rappelle également ces deux dérivés que l'on doit connaître et savoir redémontrer comme nous l'avons fait précédemment dans ce cours. Bon, on y va? Allez, c'est parti. On ne mollit pas. La dérivée de U de θ par rapport au temps, eh bien, c'est égal à quoi? La dérivée de U de θ par rapport à θ, qu'on va pouvoir déterminer facilement, fois quoi? Eh bien, la dérivée de θ par rapport au temps, qui nous donne donc la dérivée de U de θ par rapport à θ fois θ point. Θ point étant quoi? Ce qu'on appelle la vitesse angulaire. Hein? C'est en radians par seconde. Cette vitesse angulaire, elle correspond à quoi? Une variation d'angle θ en une variation de temps. Alors prenons un exemple, allez, 1 radian par seconde. 1 radian par seconde, c'est 57 degrés par seconde. Puisqu'un radian, ça fait 57 degrés. C'est-à-dire qu'en une seconde, l'angle θ va augmenter de 57 degrés. Alors, il ne nous reste plus qu'à faire la dérivée de U de θ par rapport à θ. C'est-à-dire la dérivée par rapport à θ de quoi? U de θ, c'est moins sinus θ fois E de x plus cosinus θ fois E de y. E de x et E de y sont des vecteurs unitaires dont la position ne change pas. Autrement dit, on peut les faire sortir de la dérivée, ils ne changent pas par rapport à l'angle θ, puisque de x et de y sont des vecteurs qui sont fixes. Ce qui nous fait que la dérivée de θ par rapport à θ est égale à E de x fois la dérivée par rapport à θ de moins sinus θ plus E de y fois la dérivée par rapport à θ de cos θ. C'est là que les rappels vont nous être bien utiles. La dérivée de cos θ par rapport à θ, c'est égal à quoi? C'est égal à moins sinus θ. Et la dérivée par rapport à θ de sinus θ, ça fait quoi? Eh bien, cosinus θ. Donc j'ai un moins ici, ce qui nous fait moins quoi? Cos θ fois E de x. Et puis ici, la dérivée du cosinus, c'est moins sinus. Moins sinus θ fois E de y. Qu'est-ce que c'est que moins cosinus θ de x, moins sinus θ de y? Eh bien, c'est tout simplement moins u de r. Donc ceci, c'est égal à moins u de r. Conclusion, on y va? Que vaut la dérivée de u de θ par rapport au temps? C'est égal tout simplement à θ point fois d de u de θ sur dθ, c'est-à-dire moins u de r, ou moins θ point u de r. Voici, pour cette seconde dérivée du vecteur de la base polaire par rapport au temps, qui va nous servir quand on va exprimer la vitesse en coordonnées polaires ou cylindriques. Dans la base cylindrique U de R, U de θ, U de Z, le vecteur vitesse du point M dans le repère R a pour coordonnées R point, Rθ point, Z point. L'expression du vecteur vitesse est le suivant. À vous de démontrer. Bien, quelles sont les coordonnées du vecteur vitesse d'un point M dans la base cylindrique U de R, U de θ, U de Z? Ensuite, on déterminera l'expression du vecteur vitesse dans cette base cylindrique. Alors, première chose, on sait que le vecteur vitesse, c'est égal à la dérivée du vecteur position par rapport au temps, à l'instant t donné. Il faut donc exprimer dans un premier temps
l'expression du vecteur OM. Le vecteur OM, nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, dans cette base cylindrique, il est égal à quoi? Il est égal à cette distance petit r fois u de r, donc le vecteur OM est égal à petit r fois u de r, plus ce vecteur-là, donc la somme de ce vecteur plus ce vecteur qui est égal à z, z étant l'altitude du point M, fois le vecteur unitaire u de z. On va dériver l'expression du vecteur position. Allons-y. Dérivons le vecteur OM par rapport au temps. C'est donc la dérivée par rapport au temps de r fois u de r plus la dérivée par rapport au temps de z fois u de z. Deux dérivées dans cette expression. Donc, la dérivée du vecteur OM par rapport au temps, c'est égal à la dérivée par rapport au temps de r fois u de r plus la dérivée par rapport au temps de z fois u de z. La dérivée de deux fonctions a fois b, c'est égal à la dérivée par rapport au temps de r fois u de r plus quoi? R fois la dérivée de u de r par rapport au temps. Ici, le vecteur uz, il est constant alors que les vecteurs u de r, u de θ changent de position au cours du temps. Donc u de z étant un vecteur unitaire constant, on peut le sortir de la dérivée, ce qui nous fait u de z fois la dérivée de z par rapport au temps. Alors, dérivée de r par rapport au temps, eh bien c'est tout simplement r point. Voilà comment on l'indique. C'est des mètres par seconde. Cette distance r, elle va varier au cours du temps. Sa dérivée correspond à r point. Donc ça fait r point fois u de r plus, alors attention à r fois d de ur sur dt. On l'a vu précédemment dans les vidéos, vous pourrez regarder. C'est égal à r fois la dérivée de u de r par rapport à θ fois la dérivée de θ par rapport au temps. On utilise cette propriété mathématique de la dérivée. Donc plus, eh bien, z point u de z. Ce qui nous fait donc r point fois u de r plus r dθ sur dt, on appelle ça r θ point. C'est la dérivée d'un angle par rapport au temps, c'est ce qu'on appelle une vitesse angulaire. C'est une variation d'angle par rapport à une variation de temps, par exemple de 30 degrés par seconde, si on a par exemple un mouvement circulaire ou un mouvement quelconque. Donc r θ point et la dérivée de u de r par rapport à dθ, on l'a vu précédemment, vous pourrez revoir la vidéo, c'est égal à u θ. Vecteur unitaire u θ. Plus z point u de z. Voilà l'expression du vecteur vitesse d'un point M, évidemment dans un référentiel donné. Et donc, quelles sont les coordonnées du vecteur vitesse du point M? Dans cette base u de r, u de θ, u de z, eh bien, c'est r point, r θ point et z point. Au passage, on vérifie les unités. On sait qu'il s'agit d'une vecteur vitesse, donc sa norme est en mètres par seconde. Ses coordonnées doivent être en mètres par seconde aussi. R point, c'est une variation de distance sur une variation de temps, ce qui nous donne bien des mètres secondes moins 1. R θ point, c'est des mètres, fois l'angle θ est en radian ou en degrés, mais il n'a pas de dimension physique. Donc on le remplace par 1. 1 sur quoi? Θ point, variation d'angle sur variation de temps, 1 sur des secondes. Ce qui nous donne donc des mètres secondes moins 1. Et Z point, c'est la dérivée de l'altitude par rapport au temps. Petite variation d'altitude sur une petite variation. Ça nous donne donc bien des mètres secondes moins 1. Dans la base cylindrique U de R, U de θ, U de Z, l'expression du vecteur vitesse d'un point M est, donc V de t égale la dérivée du vecteur position par rapport au temps, égale à R point fois U de R, plus R θ point fois U de θ, plus Z point fois U de Z. R point est la dérivée de R par rapport au temps, θ point est la dérivée de θ par rapport au temps, et Z point est la dérivée de Z par rapport au temps. À vous de démontrer cette expression.
Exprimons par une autre méthode l'expression du vecteur vitesse dans cette base cylindrique U de R, U de θ, U de Z. Alors, on sait que le vecteur vitesse est égal à la dérivée du vecteur position par rapport au temps. D de OM, c'est un petit élément différentiel de vecteur position, c'est-à-dire que le vecteur position varie, et dt, c'est une petite variation de temps. Donc, pour exprimer le vecteur vitesse, il suffit d'exprimer la petite variation de position, de vecteur position OM. Si nous regardons le vecteur OM ici présent, que vaut-il ce vecteur OM? Il est égal à R fois U de R plus Z fois U de Z. Voilà les composants petit r et petit z du vecteur position OM. Si on fait une petite variation du vecteur position OM, que vaut cette petite variation? Eh bien, on va faire une petite variation dr suivant donc la droite OH, donc elle est égale à dr fois le vecteur U de R. Donc je fais une petite variation de position ici. Je vais également faire une petite variation en faisant varier l'angle θ d'une valeur dθ. Donc ça nous fera quoi cette petite variation que nous retrouvons ici? Eh bien R fois dθ fois quel vecteur unitaire? Le vecteur unitaire U de θ. Plus quoi? Je suis aussi obligé de faire une petite variation de position sur l'axe Z. Comment on va l'appeler? Eh bien dz, petite variation de position, fois U de Z. Voilà l'expression du vecteur variation de position d de OM. Il ne reste plus qu'à trouver le vecteur vitesse point M, c'est d de OM sur dt, ce qui nous fait d de R sur dt fois U de R, plus R dθ sur dt fois U de θ, plus dz sur dt fois U de Z. Autrement dit, que vaut le vecteur vitesse Vm? Eh bien, il est égal à R point U de R, plus R θ point U de θ, plus Z point U de Z. Voilà pour l'expression du vecteur vitesse dans cette base cylindrique U de R, U de θ, U de Z. Au passage, on vérifie les unités. Le vecteur vitesse, sa norme est en mètres secondes moins 1. Donc R point doit être en mètres secondes moins 1, ce qui est le cas. Variation de distance R sur une variation de temps, c'est en mètres secondes moins 1. Je vous rappelle que le vecteur unitaire, lui, n'a pas de dimension physique. Donc il faudra multiplier cette unité par 1. Ici, R θ point, nous avons des mètres fois θ point. Qu'est-ce que c'est θ point? C'est une variation d'angle, ce qui n'a pas de dimension physique, donc on le remplace par 1, divisé par des secondes, variation de temps, ici. Donc ça nous donne donc des mètres secondes moins 1. Et Z point, variation de distance sur l'axe des Z, donc en mètres, sur une variation de temps en secondes, ça nous donne bien des mètres secondes moins 1. Mon expression vectorielle est bien homogène en termes d'unité. Un point M a pour coordonnées cylindriques les trois expressions suivantes, R de t, θ de t et Z de t, avec les constantes qui valent les valeurs suivantes. Déterminer l'expression littérale de son vecteur vitesse dans la base cylindrique, puis déterminer la norme du vecteur vitesse à t égale 0. Dessiner la position du point M à t égale 0, ainsi que le vecteur vitesse à cet instant. Bien, j'ai réécrit toutes les données, les coordonnées cylindriques du point M, R, θ, Z, ainsi que les valeurs des différentes constantes de ces données, A, oméga, θ0 et V. Au passage, oméga 3 radians par seconde, ça fait environ combien? Pour avoir une idée, 3 radians par seconde. Un radian, c'est à peu près 60 degrés. Ça fait environ 180 degrés par seconde. Ça veut dire qu'il y a
il y a un mouvement de rotation avec une vitesse qu'on appelle une vitesse angulaire de 180 degrés par seconde. Bien, on passe à l'expression du vecteur vitesse. On sait que c'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Le vecteur position d'un point M, eh bien, par exemple, ici, si le point M se trouve ici, on sait que le vecteur OM, que vaut-il? Eh bien, le vecteur OM, il est égal à petit r fois u de r, petit r fois u de r, plus quoi? Eh bien, petit z, z étant ici la valeur de la coordonnée sur l'axe des z, donc petit z fois u de z. Je vais donc dériver cette expression qu'on a déjà fait précédemment. Il faut savoir la refaire très rapidement. Ça nous donne donc quoi? La dérivée par rapport au temps de r, ça fait r point fois u de r, plus eh bien, r fois la dérivée par rapport au temps de u de r, plus u de z étant constant, hein, ça fait plus, on peut le sortir de la dérivée, u de z fois la dérivée par rapport au temps de z, ça fait z point. Ce qui nous donne pour le vecteur vitesse de point n, r point u de r, plus la dérivée de u de r par rapport au temps, c'est égal à θ point u de θ, il faut le connaître par cœur, plus z point fois u de z. Il ne reste plus que maintenant qu'à dériver r par rapport au temps. R est égal à a fois t carré plus r0, donc vecteur vitesse du point M, dérivé par rapport au temps, ça nous donne 2t fois 2at, 2t fois a. La dérivée par rapport au temps de r0, c'est nul, puisque r0 est une constante. Ensuite, nous avons r, θ point, donc r, l'expression, nous la réécrivons, a t carré plus r0 fois θ point, nous allons dériver θ par rapport au temps. Oméga est une constante, donc la dérivée de oméga t moins θ0, ça nous donne oméga. Donc plus r fois oméga u de θ. Et dernière chose, nous allons dériver z par rapport au temps. Et bien v étant une constante, la dérivée de z par rapport au temps, ça nous donne moins v. Donc moins v fois u de z. Voilà pour l'expression du vecteur vitesse. À t égale 0, que vaut le vecteur vitesse du point, qu'on pourrait appeler le vecteur vitesse du point n0? Nous allons remplacer t par 0, donc ceci ça fait 0, 0 fois u de r, ben, voilà, donc vecteur nul. Ici nous allons remplacer t par 0, ça nous fait r0, ce terme s'annulant, r0 oméga fois u de θ, moins v fois u de z. Nous remplaçons les valeurs numériques, donc le vecteur vitesse du point n0 est égal à r0 qui est égal à 1 mètre, r0 égale 1 mètre, je vais l'écrire, 1 fois oméga ça fait 3, donc 3 fois u de θ, moins v, ben moins 2 fois u de z. Le vecteur OM0, où est-ce qu'il se trouve? Eh bien, le vecteur OM0 égale R à l'instant 0. Donc, R à l'instant 0 fois U de R, ce qui nous donne quoi? Eh bien, 1 fois U de R. Donc, le point M0, où est-ce qu'il va se trouver? Il va se trouver ici. Je suis obligé de représenter le point M0 parce que c'est de ce point M0 que partira le vecteur vitesse V0, bien sûr. V du point M0. Donc, 3 fois U de θ, eh bien, une fois, 2 fois, 3 fois, voilà 3 fois u de θ, moins 2 fois u de z. Une fois, 2 fois, mais vers le bas, puisque la coordonnée est négative. Donc, ici, nous avons le vecteur vitesse qui aurait, ici, cette valeur-là. Voilà. Voilà le vecteur vitesse v du point n0. Hop, 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 on a oublié un petit truc, hein, vous l'avez remarqué, on avait oublié eh bien, de déterminer la norme du vecteur vitesse à t égale 0. Que vaut cette norme? Eh bien, on la calcule, tiens, on se fait une petite place ici. La norme d'un vecteur vitesse, dans ce cas-là, le point m0, égale à racine carrée de sa coordonnée sur e de r, ben, ça fait 0 au carré,
plus 3 au carré, coordonnées par rapport à u de θ, plus moins 2 au carré. Ce qui nous fait une vitesse d'environ 3,6 mètres seconde moins 1. Voilà pour la norme du vecteur vitesse à l'instant t égale 0. Un point mobile M se déplace, ses coordonnées polaires sont petit r égale L fois θ et θ égale B fois t carré avec L et B constantes supérieures à 0. Exprimez le vecteur vitesse dans la base polaire. Terminer avec une voie encore plus désagréable que d'habitude, la vitesse en coordonnées polaires de ce point M qui décrit une spirale. Bon, le vecteur OM est égal à R fois U de R étant égal à la distance OM. En plus, on sait que cette valeur de R égale L fois θ et que θ égale B fois T carré. Une fois que nous avons OM, pour avoir la vitesse, il suffit de dériver par rapport à OM, vecteur OM. On le dérive par rapport au temps. Autrement dit, je dérive par rapport au temps l'expression R fois U de R. Ce qui nous donne R point U de R plus R fois D de UR sur DT. Voilà, j'ai réécrit l'expression d de OM sur dt. Vous voyez que je n'ai pas une voie si désagréable que ça. Hein? Eh oui. Et maintenant, on va vérifier l'homogénéité. L est en mètres et B en seconde moins 2, on l'a déterminé précédemment. Donc ici, on a des mètres seconde moins 2 fois seconde, ça fait bien des mètres seconde moins 1, c'est bien l'unité de la vitesse, tout va bien. Ici, on a des mètres B au carré, ça va être seconde moins 2 au carré, seconde moins 4, fois des secondes cubes. Et là aussi, on trouve des mètres seconde moins 1, l'expression est bien homogène, c'est celle-ci qu'il fallait trouver. Excusez-moi ces bruits de bricolage qui sont indépendants de ma propre volonté, c'est le voisin du dessous qui s'énerve. Bien, alors le d de UR sur dt, c'est d de UR sur dθ fois dθ sur dt, c'est-à-dire θ point de θ. R point, que vaut-il? Eh bien nous savons que R est égal à L fois θ, autrement dit R point, c'est égal à, tout simplement, eh bien, L fois dθ sur dt, c'est-à-dire Lθ point. Lθ point fois le vecteur U de R. Plus, donc R θ point, R fois θ point. Or, θ point, c'est la dérivée de θ par rapport au temps. Qui vaut quoi? Eh bien, si je dérive θ par rapport au temps, B étant une constante, ça nous fait donc 2bt. Voilà pour dθ sur dt ou θ point. Donc ça nous fait R fois 2bt U de θ. Autrement dit, eh bien, Lθ point, je vais mettre 2bt également ici, ce qui nous donne d de OM sur dt est égal à grand M fois 2bt U de R plus R, eh bien, on va le remplacer par son expression en Lθ. L fois θ, c'est-à-dire L bt carré, bt carré, fois 2bt U de θ, ce qui nous donne, pour d de OM sur dt, quelles sont les coordonnées du vecteur vitesse dans une base, cette fois-ci, sphérique? Alors, on sait que dans une base sphérique, le vecteur OM est égal à petit r fois le vecteur unitaire U de R. Voilà pour le vecteur OM. Nous savons également que le vecteur vitesse est égal à la dérivée du vecteur OM par rapport au temps. Autrement dit, c'est une petite variation du vecteur position OM sur une petite variation de temps. L'idée qui nous vient, la plus simple, c'est d'exprimer la petite variation de vecteur position d de OM. Alors, attention. Petite variation de vecteur position, eh bien le point M peut se déplacer suivant l'axe OM avec une petite variation dr de rayon. Donc c'est dr fois U de R. Voilà une petite variation ici du vecteur position.
Il peut également se déplacer en faisant une petite variation de position suivant l'axe, suivant le vecteur unitaire u de θ ici. Donc cette distance est égale à quoi? R fois dθ fois le vecteur, évidemment, u de θ. Plus R fois dθ fois le vecteur u de θ. Et puis, on peut également se déplacer comment? Eh bien, suivant cette direction et ce sens, par rapport donc au vecteur unitaire u de phi. Quelle est cette valeur? Eh bien, ici, nous avons petit r sinus θ, puisque le point H ici est le projeté du point M sur le plan X, O, Y. Par conséquent, cette distance, eh bien, r sinus θ, on la retrouve ici. Donc cette distance est r sinus θ. Si on fait un petit déplacement ici, eh bien, suivant une petite variation de l'angle dφ, nous avons r sinus θ, donc cette distance, fois dφ, fois le vecteur unitaire u de phi. Une fois qu'on a d de OM, eh bien, il ne nous reste plus qu'à faire d de OM sur dt pour avoir le vecteur vitesse. Donc ça se fait instantanément. Vecteur vitesse égale d de r sur dt fois u de r, plus r dθ sur dt fois u de θ, plus r sinus θ fois dφ sur dt fois u de phi. Ce qui nous fait le vecteur vitesse d'un point M en coordonnées sphériques. d de r sur dt, c'est r point u de r, plus r dθ sur dt, u de θ, ça fait r θ point étant la vitesse angulaire, la vitesse en angle, des degrés par seconde, fois u de θ, ou des radians par seconde pour l'unité légale, plus r sinus θ d de phi sur dt, phi point, c'est la vitesse angulaire par rapport évidemment à cet angle phi fois u de phi. Vérifions toujours les unités. L'unité de vitesse est mètres secondes moins 1. R point, variation de distance sur une variation de temps, ça nous donne bien des mètres secondes moins 1. U de R, eh bien, sa norme est égale à 1, puisque c'est un vecteur unitaire sans unité, je vous rappelle, pas d'unité, pas de dimension physique. R θ point va des mètres fois variation d'angle sans dimension physique, on remplace par 1 divisé par des secondes, mètres secondes moins 1, tout va bien. Ici, R sinus θ, c'est une distance en mètres, fois, à nouveau, une vitesse angulaire, donc en 1 sur les secondes, mètres secondes moins 1, fois 1, puisque ce vecteur unitaire est sans dimension physique, fois 1, puisque ce vecteur unitaire est sans dimension physique. Notre expression est bien homogène en termes d'unité. Il s'agit du vecteur vitesse en coordonnées sphériques. Bien, un petit bonus explicatif là. Je vous ai dit que cette distance valait r fois dθ. Bon, alors certains ne le comprennent pas. Voyons un petit peu pourquoi cette distance vaut r fois dθ. Imaginons que θ soit égal à 2π. Que vaut le périmètre d'un cercle P? Eh bien, c'est 2π fois le rayon R. Donc, si j'ai pris petit r, gardons petit r. Autrement dit, périmètre d'un cercle, il est égal à quoi? Un angle, θ, fois R. Si cet angle, cette petite variation d'angle, c'est dθ, eh bien, la longueur L vaudra non plus R fois 2π, mais R fois dθ. En termes d'unité, attention à ça, L égale R fois petit r fois dθ. Petit L est une longueur en mètres, petit r est une distance aussi en mètres, c'est le rayon du cercle, et on doit remplacer dθ par 1. On dit que dθ est sans dimension physique, par contre, dθ, ça a une unité. Je vous rappelle que l'unité d'angle est le radian, et 1 radian, environ 57 degrés. Voilà pour les explications de cette distance L qui vaut R fois la petite variation d'angle dθ.